À 79 ans, je suis retournée chez mon fils pour récupérer mon manteau. C'est une phrase tellement simple qu'on pourrait croire qu'elle ne cache rien. Mais ma belle-fille a pressé ma main contre son ventre comme si elle me confiait une phrase qu'elle n'osait pas prononcer. Et ce n'est qu'en trouvant l'enveloppe dans la doublure que j'ai compris qu'elle ne voulait pas fuir la maison. Elle voulait empêcher qu'on l'efface avant qu'elle n'en sorte. Je m'appelle Violette Armand Dervaux. Je vis au numéro 21 de la rue des Vergeaux, à Amiens, depuis 44 ans. Mon appartement a des fenêtres hautes qui donnent sur une rue pavée, une cuisine avec des carreaux de faïence bleue que mon mari Henri avait posé lui-même un été de 1983, et une vitrine dans l'entrée où j'ai toujours gardé les 4 tasses de porcelaine de Limoges qui ont survécu à 3 déménagements, 2 successions familiales et une inondation du sous-sol. Henri est mort il y a 11 ans, d'une pneumonie contractée en mars, et je n'ai pas changé grand-chose à l'appartement depuis. Non pas parce que je suis restée figée dans le deuil, comme ma belle-sœur Arlette l'a insinué lors d'un repas de Noël il y a 5 ans, mais parce que certains espaces portent des vies entières, et les effacer me semble une forme de violence que je ne m'autoriserai jamais. J'ai passé 37 ans de ma vie professionnelle comme conservatrice de porcelaines et d'objets de table pour le compte de 2 maisons de patrimoine d'Amiens. Je connais les marques au dos d'une assiette, comme d'autres connaissent les empreintes digitales. Je sais lire l'époque d'une pièce à la façon dont le kaolin a été travaillé, à la qualité de l'émail, à la manière dont les dorures ont été posées au pinceau ou à l'estampe. Ce n'est pas un savoir spectaculaire. Ce n'est pas le genre de savoir qu'on cite lors des dîners pour impressionner des inconnus. Mais c'est un savoir que j'ai construit patiemment, pendant des décennies, avec les mains, avec les yeux, avec une loupe que j'ai encore dans le tiroir de gauche de mon bureau, dont le manche d'ivoire est poli par tant d'années d'usage qu'il est devenu légèrement ambré là où mes doigts se posent. Ce soir-là, le soir du 12 mars, il était 20h32 quand je suis remontée vers le numéro 38 de la rue Saint-Leu. Je le sais parce que j'avais regardé l'horloge de l'entrée en prenant mon sac et parce que ce chiffre s'est gravé dans ma mémoire avec la précision des moments qui changent tout sans qu'on le sache encore. La pluie tombait sur Amiens. Une pluie de mars, fine et constante, celle qui ne mouille pas vraiment, mais qui s'accumule imperceptiblement sur les manteaux et les cheveux jusqu'à ce qu'on réalise, en rentrant, qu'on est trempé jusqu'aux os. Les reflets des réverbères se dédoublaient sur les pavés gris des quais. Les fenêtres des maisons autour de la cathédrale Notre-Dame brillaient d'une lumière jaune orangée qui, depuis que je vis dans cette ville, me donne toujours une impression étrange, à mi-chemin entre la chaleur et quelque chose de plus lourd, quelque chose que je n'aurais su nommer ce soir-là, mais que j'appelle maintenant, avec le recul, du pressentiment. J'avais oublié mon manteau chez Lucien, un manteau de laine gris perle, acheté il y a 6 ans dans une boutique de la rue des Vergeaux, à 200 mètres de chez moi. Un manteau pratique, chaud, pas particulièrement élégant, mais d'une coupe qui me convient, avec de grands boutons en résine noire et une doublure intérieure de soie fine couleur crème. Je l'avais posé sur le porte-manteau de l'entrée en arrivant au dîner du dimanche. Et en repartant, à 19h passées, la conversation avec mon fils m'avait suffisamment occupé l'esprit pour que je ne pense plus à rien d'autre qu'à retrouver le froid de la rue et le silence de mon appartement. C'était un détail. Un manteau oublié, la chose la plus banale du monde. Je me suis arrêtée devant la porte du 38 et j'ai sonné. Avant d'aller plus loin, je dois reprendre mon souffle 1 seconde. Parce que ce que je vais vous raconter ce soir, je ne l'ai encore dit à personne dans son entièreté. Pas à ma sœur Marguerite. Pas à mon amie Denise Aubépine, avec qui je prends le thé tous les jeudis depuis 20 ans dans le salon de la Maison Courbet, boulevard du Cange. Pas même à mon médecin, qui me pose chaque trimestre des questions sur mon état nerveux et à qui je réponds invariablement que je vais bien. Ce que je vais vous dire, je le dis parce qu'il me semble que certaines vérités ont besoin d'être prononcées à voix haute pour cesser de peser. Et parce que je crois, au fond, que peut-être quelqu'un parmi vous connaît cette sensation. Cette sensation d'avoir regardé une scène pendant des années et d'avoir cru comprendre ce qu'on voyait, pour réaliser en un seul soir que vous regardiez depuis le mauvais côté du miroir. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. Quelle ville, quelle région, quel pays? Mettez-le dans les commentaires parce que je voudrais savoir à qui je parle. Et si vous regardez seul, si c'est tard chez vous et que vous n'arrivez pas à dormir,
dites-le moi aussi. Il y a une nouvelle histoire sur cette chaîne chaque jour. Et peut-être que certains d'entre vous sont là pour la même raison que moi quand j'ouvre un livre à 2 heures du matin. Pour ne pas rester seul avec ce qu'on sait. Laissez un like si quelque chose, déjà, vous touche. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, laissez-moi continuer. La porte s'est ouverte après quelques secondes et c'est Lucien qui m'a ouvert. Mon fils Lucien Dervaux, 57 ans, grand comme son père mais plus léger dans les épaules, avec ce sourire large et immédiat qu'il a depuis l'enfance et qui a toujours eu le don de faire croire aux gens qu'il était content de les voir. Ce soir-là, ce sourire était là, exact, posé sur son visage comme on pose un couvert sur une table bien dressée. Cordial, presque chaleureux, et en dessous, quelque chose que je n'aurais pas su décrire en entrant, mais que je saurais reconnaître en repartant. Il a dit que j'aurais pu laisser le manteau à 2 mains, qu'il faisait froid dehors, que je n'avais pas besoin de faire ce trajet pour si peu. J'ai dit que j'avais des rendez-vous tôt le lendemain matin et que je préférais passer maintenant. Il m'a fait entrer dans le hall qui sentait la cire de parquet et quelque chose de floral, une eau de toilette peut-être, ou les lys blancs que j'avais remarqués dans le vase en cristal de la salle de séjour lors du dîner. La maison de Lucien et d'Émilienne est une belle maison. Une maison de la rue Saint-Leu, à quelques pas des canaux, avec des fenêtres hautes à petits carreaux, des moulures au plafond, et partout des objets exposés sur des étagères, dans des vitrines, sur des consoles en bois clair. Des porcelaines, principalement. Des arts. Des pièces du XVIIIe et du XIXe siècle pour la plupart, quelques émaux de Limoges, 2 ou 3 faïences de Delft qui font tache dans l'ensemble, mais que Lucien aime parce qu'il les a rapportées d'un voyage en Hollande il y a une 20aine d'années. C'est une maison qui ressemble à un catalogue bien organisé. Et comme tous les catalogues bien organisés, on peut y vivre des années sans réaliser que les étiquettes ne sont pas toujours exactes. Émilienne est apparue depuis la cuisine. Ma belle-fille, Émilienne Caron Dervaux, 50 ans cette année, le visage encadré par des cheveux bruns coupés courts, les épaules légèrement rentrées dans cette posture qu'elle a depuis toujours, comme quelqu'un qui s'est habitué à tenir moins de place que l'espace qu'on lui aurait accordé si on avait fait attention. Elle portait son tablier de cuisine, celui en lin clair qu'elle enfile pour les dîners importants, avec les petites poches brodées sur le devant, les bords légèrement salis de quelque chose de sombre sur la gauche, peut-être du café, peut-être autre chose. Son visage était serein. Ses yeux étaient trop humides pour que ce soit simplement l'effet de la chaleur de la cuisine. Elle a dit « Bonsoir, Violette », avec sa voix habituelle, cette voix un peu basse, un peu mesurée, qui ne livre jamais plus que ce qu'elle a décidé de livrer. Et puis, elle a fait quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elle m'a serré dans ses bras. Un geste bref, précis, pas une étreinte de convenance, mais quelque chose de plus dense. Et dans ce geste, au moment où elle m'a lâché, sa main a pris la mienne et l'a pressée, 1 seconde, 2 secondes, contre la hauteur de son ventre, exactement à l'endroit où le tablier de lin formait un petit renflement que je n'avais pas remarqué en entrant. Puis elle a reculé d'un pas, a souri et a dit qu'elle allait chercher mon manteau. Je suis restée là, dans le hall, avec ma main qui portait encore la sensation de ce geste. Lucien parlait. Il me disait quelque chose sur un lolo prévu pour la semaine suivante. Je l'entendais sans l'écouter vraiment, parce que quelque chose, dans la paume de ma main, continuait à vibrer comme une corde tendue. Émilienne est revenue avec le manteau gris perle plié sur son bras, me l'a tendu avec un soin légèrement excessif pour un vêtement ordinaire, et m'a accompagnée jusqu'à la porte. Avant que je sorte, elle m'a regardé une dernière fois. Pas longtemps. 2 secondes peut-être. Un regard droit, très calme, avec quelque chose dedans qui ressemblait à de la confiance et à de la peur en même temps, comme quelqu'un qui vient de glisser une lettre dans une boîte aux lettres et qui attend de savoir si le destinataire l'ouvrira. La porte s'est fermée. Je suis descendue les 3 marches du perron, le manteau sur le bras, et j'ai commencé à marcher dans la pluie de mars. J'avais fait une 10aine de mètres quand j'ai senti quelque chose de rigide dans la doublure. Non pas dans la poche. Dans la doublure. Entre le tissu de laine extérieur et la soie intérieure, à la hauteur du bas du manteau, quelque chose avait été glissé avec soin, cousu d'une main rapide avec du fil clair que je n'aurais jamais remarqué si je n'avais pas eu 37 ans d'habitude à regarder les coutures des choses. Un renflement de quelques centimètres.
discret, intentionnel. Je me suis arrêtée sous le porche d'une boutique fermée, à une trentaine de mètres de la maison de Lucien. La rue était presque vide. La pluie continuait. J'ai retourné le bas du manteau avec précaution, et dans la lumière jaune d'un réverbère, j'ai vu la ligne de points de couture fins qui fermait une petite poche improvisée dans la doublure de soie crème. Mes mains n'ont pas tremblé. Elles tremblent rarement. C'est un des avantages d'avoir passé des décennies à manipuler des objets fragiles. Mais quelque chose d'autre a tremblé en moi, plus profond, dans la région de la poitrine où se loge le pressentiment quand il cesse d'être vague et devient certitude. J'ai glissé un doigt sous la couture et j'ai défait les points l'un après l'autre, avec soin, parce que l'instinct de ne pas abîmer les choses est chez moi plus fort que la précipitation. À l'intérieur, il y avait une enveloppe fine. Et dans l'enveloppe, 2 choses. Une petite clé fixée à un bouton de nacre blanc ivoire par un fil de soie torsadé. Et un papier plié en 4, écrit à l'encre bleue, d'une écriture que je reconnaissais pour être celle d'Émilienne, serrée et précise, celle d'une femme qui n'aime pas laisser de place aux malentendus dans les choses qu'elle écrit. La phrase était courte. Elle ne faisait que 22 mots en français, mais je l'ai relue 3 fois sous la pluie, sous ce porche, avec les reflets des canaux d'Amiens à 2 rues de là, et ces 22 mots ont fait dans ma tête quelque chose que très peu de phrases ont réussi à faire dans mes 79 ans d'existence. S'il me fait signer demain, je ne sortirai plus jamais d'ici avec mon nom. J'ai replié le papier. J'ai remis la clé et l'enveloppe dans ma poche. J'ai serré le manteau contre moi dans la nuit froide d'Amiens et j'ai marché jusqu'à chez moi. La rue des Vergeaux était silencieuse. Mon appartement sentait le bois ciré et le café froid que j'avais oublié dans la cafetière du matin. J'ai allumé la lampe de la cuisine, la seule qui donne une lumière assez douce pour s'asseoir et réfléchir sans que ça fasse mal aux yeux quand on a 79 ans, et une fatigue qui ne ressemble plus à la fatigue des années jeunes, mais à quelque chose de plus stratifié, de plus dense, une fatigue qui a de la mémoire. Je me suis assise à la table en chêne clair. J'ai posé le manteau sur la chaise d'en face. J'ai sorti l'enveloppe, la clé et le bouton de nacre, et je les ai disposés devant moi comme des pièces d'un inventaire que je n'avais pas encore appris à lire. Une petite clé, un bouton de nacre blanc ivoire, une phrase de 22 mots. Je connais les objets. Je sais ce que les objets portent comme langage quand les gens ne peuvent pas parler. Pendant 37 ans, j'ai été celle qui lit les objets, qui comprend ce qu'ils disent sur les familles qui les ont possédés, sur les femmes qui ont trié les successions, sur les hommes qui ont mis leur nom sur des pièces que d'autres avaient identifiées et restaurées. Je connais ce langage. Et ce soir-là, seule dans ma cuisine de la rue des Vergeaux, avec la pluie sur les pavés et la lampe basse au-dessus de la table, ce langage me disait une chose très claire. Émilienne Caron d'Hervaux avait cherché de l'aide là où elle avait pensé pouvoir trouver quelqu'un capable de comprendre sans qu'on lui explique tout. Elle m'avait choisi. Moi, sa belle-mère. Une femme de 79 ans qui avait passé des décennies à regarder les objets de table sans regarder suffisamment les tables elles-mêmes. J'ai retourné l'enveloppe et j'ai vu sur le rabat intérieur une petite écriture en patte de mouche que je n'avais pas remarquée dans la rue. Un nom, une adresse, quelques mots. Madame Héloïse Brémond, évaluatrice indépendante, porcelaine et art de la table ancien. Rue Flatters, numéro 12, Amiens. Et en dessous, au crayon à papier, une annotation de la main d'Émilienne. Vaisselier du fond, tasse sans anse, clé du tiroir bas. La clé, la petite clé fixée au bouton de nacre dans ma main. Elle ouvrait quelque chose dans la maison de mon fils. Quelque chose dans la cristallerie du fond de la salle à manger, dans le tiroir le plus bas, là où personne ne regarde parce que les tiroirs du bas sont ceux qu'on n'ouvre que quand on cherche quelque chose qu'on a décidé de ne plus montrer. J'ai posé la clé sur la table et je l'ai regardée longtemps. Je connaissais cette maison. J'y avais dîné des dizaines de fois au fil des années. J'avais vu les cristalleries, les vitrines, les consoles, les étagères chargées de porcelaine. J'avais admiré les pièces, demandé des provenances, eu avec Émilienne des conversations techniques sur les émaux, les marquages, les techniques de restauration. Des conversations où elle s'exprimait avec une précision tranquille que j'avais toujours trouvée remarquable pour quelqu'un qui, me semblait-il, n'avait jamais tout à fait la reconnaissance professionnelle qui aurait dû accompagner cette précision.
Mais j'avais pensé que c'était sa discrétion, sa réserve naturelle. Je n'avais pas pensé que c'était peut-être autre chose. Assise dans ma cuisine à 22 heures passées, avec la clé devant moi et la phrase d'Émilienne dans ma tête, j'ai commencé à me demander depuis combien de temps je regardais une situation en m'assurant de ne pas la voir trop clairement. J'ai pensé à Lucien, mon fils unique, l'enfant que j'ai élevé seul pendant les 2 premières années de sa vie parce que Henri travaillait à Lyon et ne rentrait que le week-end. Lucien, qui avait appris à parler tôt, à convaincre tôt, à organiser les autres autour de lui, avec une efficacité qui m'avait toujours semblé être un talent. Lucien, qui gérait sa petite entreprise d'événements patrimoniaux avec une aisance que j'avais toujours interprétée comme la preuve qu'il avait hérité du sens pratique d'Henri et de mon sens des détails. Lucien, qui sortait avec Émilienne depuis 23 ans, qu'il avait épousée dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois lors d'un beau mariage de septembre, et qui depuis avait construit avec elle quelque chose que j'avais toujours regardé comme une réussite familiale exemplaire. Exemplaire. Ce mot avait résonné différemment dans ma tête ce soir-là, parce que les choses exemplaires sont celles qu'on montre, et les choses qu'on montre sont celles dont on contrôle l'image. J'ai repris la clé dans mes mains. Elle était petite, en laiton sombre, usée à la tige comme une clé qu'on a utilisée régulièrement, avec une tête ronde et lisse. Une clé de meuble ancien, celle d'un tiroir de bibliothèque ou de secrétaire, le genre de clé qui accompagne les meubles de qualité depuis le 19e siècle et qu'on perd la moitié du temps parce qu'elle est trop petite pour qu'on pense à la ranger soigneusement. Émilienne avait pris soin de ne pas la perdre. Elle l'avait attachée à un bouton de nacre avec un fil de soie et elle l'avait cousue dans un tablier de cuisine, dans un bolso interne, à l'endroit exact où personne ne l'aurait cherché. Parce que Lucien ne l'aurait jamais cherché là. Je me suis levée de table. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de la cuisine, qui donne sur la cour intérieure de l'immeuble, une cour pavée avec un vieux pommier que la propriétaire, Madame Gauthier, refuse de faire couper depuis 20 ans, malgré les pétitions du voisinage. La pluie avait cessé. Il restait juste cette humidité de mars dans l'air, ce froid propre qui sent la pierre mouillée et quelque chose d'encore hivernal. J'ai pensé à Émilienne, à la façon dont elle s'était tenue ce soir dans le hall, à ses yeux humides, à ce souriseau qui s'excusait d'exister. J'avais connu Émilienne Caron depuis qu'elle avait 27 ans, au moment où Lucien me l'avait présentée dans ce même appartement de la rue des Vergeaux, lors d'un dimanche de novembre. Elle était arrivée avec une bouteille de vin blanc de Bourgogne et un exemplaire d'un ouvrage de référence sur les porcelaines tendres françaises du XVIIIe siècle, qu'elle m'avait offert en disant qu'elle pensait que je ne l'avais peut-être pas encore. Je l'avais. Mais j'avais été touchée qu'elle ait pensé à chercher quelque chose qui m'aurait intéressée plutôt que quelque chose de générique. C'était une femme qui regardait les gens et qui essayait de comprendre ce qu'ils aimaient. Dans les années qui avaient suivi, j'avais eu avec elle des conversations professionnelles que j'appréciais. Elle connaissait son sujet. Elle avait une mémoire des provenances, des marquages, des codes de marché qui étaient précises et bien documentées. Elle avait passé plusieurs années à travailler comme consultante indépendante avant d'intégrer l'entreprise familiale, et dans ses interventions, même les plus brèves, on sentait quelqu'un qui avait construit sa connaissance méthodiquement, sans raccourci. Mais peu à peu, au fil des années, j'avais remarqué une chose. Lors des dîners familiaux, quand il était question de travail, de collection, d'expertise ou d'événements patrimoniaux, c'était toujours Lucien qui parlait. Émilienne était là, assise à côté de lui, et parfois elle complétait une phrase, corrigeait un chiffre, ajoutait un détail technique, et Lucien acquiesçait, reprenait le fil de la conversation et continuait. Comme si les corrections d'Émilienne étaient des suggestions, et les suggestions des options qu'il choisissait d'inclure ou non. J'avais vu cela. Je l'avais catalogué dans ma mémoire comme une différence de tempérament. Lui plus extraverti, elle plus réservée. Lui à l'aise pour parler en public, elle préférant les échanges individuels. Je n'avais pas vu autre chose. Ou plutôt, peut-être que j'avais vu autre chose. Peut-être que j'avais senti, lors de certains dîners, une légère tension sous la surface de la conversation. Une façon qu'avait parfois Émilienne de poser ses mains à plat sur la nappe et de regarder un point fixe pendant que Lucien parlait. Un regard qui n'était pas d'accord, mais qui avait décidé de ne pas le montrer. Peut-être que j'avais remarqué lors de certaines visites qu'elle semblait légèrement plus petite que la semaine précédente, comme si quelque chose en elle s'était tassé imperceptiblement. Mais j'avais interprété cela comme de la fatigue,
comme les hauts et les bas normaux d'une vie conjugale de longue durée, comme la mélancolie douce qui saisit parfois les femmes de 50 ans sans raison particulière, ou du moins sans raison qu'elles choisissent de nommer. Je n'avais pas interprété cela comme un appel. Debout devant la fenêtre de ma cuisine, dans la nuit d'Amiens, j'ai compris que peut-être j'aurais dû. J'ai regardé la petite clé de laiton dans ma paume. Je l'ai serrée fort, 1 seconde, assez fort pour sentir son relief s'imprimer dans la peau de ma main. Le lendemain matin, Émilienne devait signer quelque chose, et si elle signait, selon ses propres mots, elle ne ressortirait plus jamais de cette maison avec son nom, pas avec son corps, avec son nom. Ce n'était pas la même chose, et ce n'était pas rien. Je suis retournée m'asseoir à table. J'ai pris une feuille de papier dans le tiroir de la cuisine, celui où je garde les reçus de courses et les listes de commissions, et j'ai commencé à noter ce que je savais et ce que je ne savais pas encore. Parce que j'ai appris, dans ma carrière, que la seule façon d'éviter de se perdre dans une expertise complexe est de commencer par écrire ce qu'on voit avant d'écrire ce qu'on croit. Ce que je voyais, une clé, un bouton de nacre, une enveloppe costurada dans la doublure d'un manteau, un carton de visite d'une évaluatrice indépendante, une inscription sur le verso, une phrase de 22 mots. Ce que je ne savais pas, ce que cette clé ouvrait exactement, bien que j'aie une indication, ce que contenait le tiroir bas de la cristallerie du fond, ce que signifiait signer, ce que Lucien avait préparé, ce qu'Émilienne savait et depuis quand elle le savait, ce que je comprenais néanmoins, qu'Émilienne m'avait choisi, que ce choix n'était pas un hasard, qu'elle avait pensé que j'étais la seule personne dans leur entourage qui pourrait lire un objet aussi silencieusement urgent qu'une clé cousue dans un tablier de cuisine. Qu'elle avait compris, elle, ce que j'étais capable de lire dans les objets, même si je ne l'avais jamais montré à travers mon comportement familial. Et que si elle m'avait choisi, c'est peut-être parce qu'elle avait besoin d'une témoin, pas d'une sauveteuse, pas d'une guerrière, une témoin, quelqu'un qui regarderait et qui dirait, à voix haute, ce qu'elle voyait. Je ne savais pas encore si j'en étais capable, mais je savais que je n'avais pas le droit de ne pas essayer. J'ai plié ma liste. Je l'ai mise dans la poche de mon gilet de laine, le vieux gilet bordeaux qu'Henri m'avait acheté à Honfleur il y a 30 ans, et que je porte encore parce que le cachemire de cette époque n'avait pas peur d'être épais et lourd et vraiment chaud. Je suis allée faire chauffer du lait dans une petite casserole, la façon dont je dors depuis que j'ai arrêté le café le soir il y a une dizaine d'années, et je me suis assise dans le fauteuil de la salle de séjour, celui près de la fenêtre, avec le lait chaud dans ma tasse, et le manteau gris-perle plié sur le bras du fauteuil d'à côté. J'ai regardé le manteau longtemps. Un manteau est un objet ordinaire. On l'enfile, on le pose, on l'oublie, on le retrouve. Pendant 79 ans, j'avais eu des manteaux, et aucun ne m'avait jamais rien demandé d'autre que de tenir chaud. Celui-là venait de me demander quelque chose de difficile, quelque chose qui me demanderait peut-être de retourner chez mon fils sans le prévenir, d'ouvrir un tiroir avec une clé qui n'était pas à moi pour chercher une vérité que personne dans cette maison ne m'avait officiellement autorisé à chercher, quelque chose qui risquait de me brouiller avec Lucien, quelque chose qui risquait de tout compliquer, toute cette vie familiale soigneusement organisée, ces dîners du dimanche, ces échanges courtois, cette paix de surface que j'avais prise pour de la paix depuis trop d'années. Ou peut-être que ce n'était pas de la paix du tout. Peut-être que c'était juste une belle mise en scène. Avec des porcelaines alignées, des thalers polis, des guardanapos brodés et des fleurs blanches qui semblèrent cacher plus qu'elles n'embellissaient. Le lait s'est refroidi dans ma tasse sans que je le boive. Dehors, la nuit d'Amiens était silencieuse et mouillée. Et dans la doublure de mon manteau gris-perle, il y avait l'empreinte d'une enveloppe qui avait voyagé de la main d'Émilienne jusqu'à la mienne par le chemin le plus discret du monde. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas couru, elle avait cousu. Et moi, je devais maintenant décider si j'étais la femme qu'elle avait cru pouvoir choisir. La nuit a duré longtemps. Les nuits de mars durent toujours un peu plus longtemps qu'on ne le voudrait dans les appartements du nord de la France, où la lumière ne commence à revenir qu'après 7 heures du matin, et où les fenêtres gardent jusqu'à l'aube ce noir compact, légèrement bleuté, qui ne ressemble à rien d'autre qu'à lui-même. Je suis restée dans mon fauteuil jusqu'à minuit passé, avec le manteau sur le bras du siège d'à côté, et la clé dans ma paume alternativement serrée et posée sur le tissu du gilet bordeaux.
Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas pris un livre. Je n'ai pas appelé ma sœur Marguerite, qui vit à Abbeville et qui m'aurait dit d'appeler Lucien directement, parce que Marguerite a toujours eu confiance dans la frontalité des solutions et une méfiance constitutionnelle pour ce qu'elle appelle les complications inventées. J'ai pensé. J'ai pensé à Émilienne, et j'ai fait ce que j'aurais dû peut-être faire depuis des années. Je l'ai regardée, dans ma mémoire, non plus comme la belle-fille discrète et bien élevée que mon fils avait épousée, mais comme une femme adulte de 50 ans, avec une histoire professionnelle, des compétences et un nom. Et en la regardant ainsi, j'ai commencé à voir des choses que j'avais pourtant placées sous mes yeux depuis 23 ans, sans jamais les assembler correctement. Émilienne Caron, avant de devenir Dervaux, avait été étudiante à l'École nationale du patrimoine de Paris dans les années 1990, section conservation d'objets mobiliers, spécialisation céramique et porcelaine. Je le savais parce qu'elle me l'avait dit lors de notre premier vrai dîner, cet automne de 1997, où Lucien nous l'avait présenté comme quelqu'un d'important dans sa vie. Elle avait mentionné l'école avec un naturel qui indiquait que c'était une période qu'elle aimait se rappeler, une période de travail intellectuel intense et de découverte. Elle avait mentionné un professeur, un certain Monsieur Leclerc, qui lui avait appris que la vraie expertise d'un conservateur n'est pas de savoir ce qu'un objet vaut sur le marché, mais de savoir ce qu'un objet dit sur les gens qui l'ont fabriqué, utilisé, transmis et parfois perdu. C'était une belle formule. Je l'avais trouvée juste. Et j'avais trouvé Émilienne juste, ce soir-là. Précise, réservée, avec cette capacité à parler de son métier, sans avoir besoin d'en faire un spectacle. Dans les années qui avaient suivi, quand Lucien avait lancé son entreprise d'événements patrimoniaux, Dervaux événements culturels, je savais qu'Émilienne avait contribué à la constituer. J'avais entendu Lucien en parler. Il disait que sa femme était son soutien technique, sa ressource pour les questions de provenance, que sans elle, certains dossiers auraient été impossibles à monter. Il le disait avec affection. Il le disait en la regardant avec ce sourire que les maris ont parfois pour leurs femmes quand ils évoquent leur utilité dans des termes qui semblent être des compliments et qui, si on les regarde de plus près, ressemblent davantage à une description d'outils. Soutien technique, ressources, pas cofondatrice, pas associée, pas Émilienne Caron-Dervaux, experte en porcelaines anciennes et codirectrice artistique. Soutien technique. Je me suis levée du fauteuil, j'ai posé la clé sur la table basse et je suis allée dans ma chambre chercher un carnet que je garde dans le tiroir de ma table de nuit. Un carnet à couverture, en carton brun, que j'utilise depuis des années pour noter les choses importantes, les dates de rendez-vous médicaux, les références de pièces à vérifier, les noms que je ne veux pas oublier. Un carnet qui ressemble à ceux que j'utilisais dans ma vie professionnelle, parce que les vieilles habitudes de méthode sont celles qui durent. Je me suis rassise et j'ai commencé à écrire. Pas une liste cette fois, une chronologie. Ce que je me rappelais d'Émilienne dans ses premières années dans la famille, son travail indépendant, les expertises qu'elle faisait pour des particuliers ou des maisons de vente, les catalogues auxquels elle avait contribué. Je me souvenais qu'elle avait publié, au début des années 2000, une étude sur les porcelaines de Paris du Premier Empire dans une revue spécialisée. Je me souvenais de cette publication parce qu'elle m'en avait envoyé un exemplaire à l'époque, avec un mot glissé entre les pages, une note sobre qui disait simplement qu'elle pensait que cela pourrait m'intéresser au regard de ma propre collection de références. J'avais ce fascicule quelque part dans ma bibliothèque, Émilienne Caron, avec son nom de jeune fille, au titre d'auteur principal. C'était il y a 25 ans. Et depuis, combien de publications à son nom? Combien de contributions signées? Je cherchais dans ma mémoire et je ne trouvais pas grand-chose. Des interventions orales lors de journées patrimoniales, peut-être. Des catalogues d'expositions où elle apparaissait dans les remerciements ou dans les crédits techniques. Mais des publications à son nom propre, des expertises publiques attribuées à Émilienne Caron-Dervaux spécifiquement. Je n'en retrouvais pas dans ma mémoire. Ce que j'y retrouvais, en revanche, c'était Lucien. Lucien que j'avais vu cité dans 2 articles du Courrier Picard comme organisateur d'événements patrimoniaux de qualité. Lucien dont le nom apparaissait sur les programmes des expositions auxquelles j'avais assisté au musée de Picardie. Lucien présenté comme expert lors d'une journée de sensibilisation patrimoniale organisée par la mairie d'Amiens il y a 3 ans,
une journée dont j'avais reçu le programme par courrier et sur lequel le nom d'Émilienne n'apparaissait pas. Je n'avais pas trouvé cela étrange alors. Je le trouvais étrange maintenant. J'ai noté tout cela dans mon carnet, avec les dates approximatives et les sources dont je me souvenais. Et en notant, j'ai commencé à voir quelque chose que les experts appellent un schéma, et que les familles appellent plus souvent les choses comme elles sont, c'est-à-dire ne les appellent pas du tout, parce que voir un schéma oblige à décider ce qu'on en fait. Le schéma était simple. Émilienne travaillait, Lucien présentait, Émilienne documentait, Lucien exposait, Émilienne signait les inventaires internes, Lucien signait les contrats externes. Et dans l'espace entre ces deux niveaux de signature, quelque chose s'était progressivement, imperceptiblement déplacé. Le travail d'Émilienne continuait à exister, mais de moins en moins sous son propre nom. Je me suis arrêté d'écrire. J'ai regardé les pages du carnet. Une vieille femme assise dans sa cuisine à 1h du matin, avec une petite clé sur la table, en train de reconstruire un schéma qu'elle aurait dû peut-être voir il y a 10 ans. Pourquoi je ne l'avais pas vu? La réponse que j'ai trouvée était inconfortable. Je ne l'avais pas vu parce que je n'avais pas voulu le voir. Pas consciemment. Pas par malice. Mais parce que voir signifiait faire quelque chose. Et faire quelque chose signifiait entrer en conflit avec Lucien. Et entrer en conflit avec Lucien signifiait risquer cette paix familiale que j'avais soigneusement entretenue depuis la mort d'Henri. Cette paix qui ressemblait à de la cohérence, mais qui était peut-être, en réalité, une forme de confort à laquelle je ne m'étais jamais permis de renoncer. Je suis la mère de Lucien. Et les mères, même les mères qui pensent être lucides, ont tendance à lire leurs enfants avec une légèreté particulière là où ils auraient besoin d'une sévérité ordinaire. J'avais lu Lucien comme quelqu'un d'efficace, de capable, de responsable. Et il l'était, probablement, sur bien des plans. Mais efficacité et rectitude ne sont pas la même chose. Et je n'avais pas pris la peine de vérifier si elles coïncidaient chez lui. Je m'en suis voulu cette nuit-là. D'une façon silencieuse, précise, sans dramatisation, qui est la façon dont je me reproche les choses depuis que j'ai l'âge de le faire calmement. Puis j'ai rangé le carnet, éteint la lampe de la cuisine et suis allé me coucher. Pas pour dormir, pour penser allongé, ce qui, à 79 ans, est parfois plus efficace qu'assis. Le plafond de ma chambre avait une fissure légère dans le coin gauche, au-dessus de la fenêtre. Je la connais depuis 20 ans. Elle n'a pas bougé. Certaines choses ont la grâce de rester exactement là où elles sont. Avant que je continue, je dois vous demander quelque chose. Êtes-vous toujours là? Si vous avez suivi cette vieille femme dans sa cuisine de mars jusqu'ici, si vous avez écouté cette reconstruction lente de ce qu'elle n'avait pas voulu voir, je vous remercie. Vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette sensation. Cette sensation d'avoir regardé quelque chose depuis trop longtemps sans le voir vraiment. Ou dites-moi simplement d'où vous regardez. Quelle ville, quelle heure il est chez vous. Un like me dit que vous êtes là, et l'abonnement me dit que vous voulez savoir la suite. Parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour sur cette chaîne. Et je promets que ce qui va suivre changera quelque chose dans la façon dont vous regardez les maisons où vous avez l'habitude d'entrer. Le matin du 13 mars s'est levé froid et gris, avec ce ciel bas d'Amiens qui donne à la ville sa lumière caractéristique, une lumière diffuse, sans ombre marquée, qui aplatit légèrement les façades et rend les pavés des rues plus foncés qu'ils ne le sont vraiment. J'ai bu mon café debout devant la fenêtre de la cuisine, j'ai mangé une tartine avec du beurre demi-sel que je commande à une crèmerie de la rue des Vergeaux, j'ai mis ma robe de lainage gris et mon gilet bordeaux, et j'ai pris le manteau gris perle. Il était 7h42 du matin. Lucien avait mentionné une signature prévue en milieu de matinée. Je n'avais pas de détails, mais je savais que c'était le matin, parce qu'Émilienne l'avait mentionné indirectement lors du dîner de la veille, en disant qu'elle avait une journée chargée le lendemain, et qu'elle espérait que les choses iraient vite. Lucien avait souri en répondant que tout serait réglé avant midi. J'avais entendu cet échange et je l'avais rangé dans la catégorie des commentaires de couple ordinaire, la sorte de phrase qu'on échange à table quand on parle de la semaine à venir. Je ne l'avais pas retenu comme quelque chose d'important. Ce matin-là, je l'ai relu différemment. J'ai descendu les 4 étages de mon immeuble, traversé la cour pavée sous le pommier qui commençait à faire des bourgeons minuscules sur ses branches, et je suis sorti dans la rue des Vergeaux. La ville était à peine réveillée. Quelques boulangers,
Une poignée de coureurs matinaux sur les berges de la Somme à 2 rues de là, un camion de livraison qui manœuvrait dans l'étroitesse d'une rue latérale. Les pigeons sur les toitures de la cathédrale, qui sont toujours là avant tout le monde et toujours là après tout le monde. L'Amiens du matin, que je connais depuis l'enfance de Lucien, depuis les années où j'emmenais mon fils à l'école le long des quais avec son cartable rouge et ses questions interminables sur pourquoi les canaux ne débordaient pas quand il pleuvait beaucoup. J'avais dans ma poche droite la clé de nacre et l'enveloppe. Dans ma poche gauche, le carnet à couverture brune avec mes notes de la nuit. Et sur le bras, le manteau gris-perle que j'avais décidé de rapporter à Lucien comme prétexte naturel pour entrer dans la maison sans avoir besoin d'expliquer ma présence. Je m'étais demandé, dans la nuit, si je devais appeler. Appeler Émilienne directement, ce qui semblait périlleux si Lucien était à portée d'oreille. Appeler Lucien pour prévenir, ce qui aurait signalé mon intention et peut-être accéléré ce que je voulais retarder. Appeler Madame Héloïse Brémond, l'évaluatrice indépendante dont le nom était inscrit sur le verso du carton de visite, ce qui semblait prématuré sans savoir encore ce que la clé révélerait. J'avais décidé de ne pas appeler. Certaines situations demandent qu'on se présente physiquement, qu'on entre dans un espace et qu'on regarde avec ses propres yeux. Les objets ne se lisent pas bien au téléphone. La rue Saint-Leu n'est pas loin de la rue des Vergeaux. En marchant à mon rythme, un rythme de 79 ans, qui a appris que se dépêcher ne fait pas aller les choses plus vite, mais seulement arriver plus essoufflé, il me fallait une vingtaine de minutes. J'ai longé les quais de la Somme jusqu'au pont Saint-Michel, j'ai tourné dans la rue du Don, j'ai passé devant la boucherie Bertrand, où j'achète mon rôti du dimanche depuis 20 ans, et je me suis retrouvé devant le 38 de la rue Saint-Leu à 8h12. La maison était silencieuse en façade. Les rideaux du premier étage étaient tirés. Les volets de la salle à manger, au rez-de-chaussée, étaient ouverts, et à travers les vitres à petits carreaux, on voyait la lumière jaune-blanche qui indiquait que quelqu'un était levé et avait allumé dans la pièce du fond. J'ai sonné. C'est Lucien qui a ouvert. Il était habillé, costume sombre, cravate grise, le visage rasé de frais, ce qui indiquait soit un rendez-vous important dans la matinée, soit l'intention de paraître préparé à quelque chose d'important. Son sourire est apparu 1 seconde après avoir vu qui j'étais. Un sourire réel, mais légèrement retardé, comme un acteur qui connaît son texte, mais a besoin d'une demi-seconde pour trouver son personnage. Il a dit « Maman, je ne t'attendais pas ». J'ai dit que j'avais oublié de lui remettre son courrier de la semaine. J'avais récupéré quelques lettres dans sa boîte quand je l'avais croisé la semaine précédente, et j'avais oublié de les lui donner au dîner. Je lui ai tendu 3 enveloppes que j'avais prises au hasard dans le courrier de ma propre boîte aux lettres ce matin et que j'avais glissées dans mon sac. Un prétexte mince, mais les prétextes minces fonctionnent souvent parce que personne ne prend la peine de les examiner vraiment. Lucien a pris les enveloppes sans les regarder. Il m'a fait entrer. La maison avait ce matin une atmosphère légèrement différente de la veille. Quelque chose de plus tendu dans la qualité de l'air, ou peut-être était-ce moi qui regardais différemment. Le vase de lys blanc dans l'entrée avait légèrement penché, comme si personne n'avait pris le temps de l'ajuster ce matin. Le parquet du couloir avait des traces humides, comme si quelqu'un avait marché dessus avec des pieds mouillés. Des détails minuscules. Exactement le genre de détails qui me parlent. J'ai entendu la voix d'Émilienne depuis la salle à manger. Elle parlait, non à quelqu'un d'autre, mais à elle-même à mi-voix, ce murmure de quelqu'un qui récite intérieurement quelque chose qu'il a besoin de garder présent à l'esprit. Je l'ai entendue s'arrêter quand elle a entendu mes pas dans le couloir. Lucien m'a dit d'attendre dans le salon, qu'il avait un appel téléphonique à terminer et qu'il revenait dans quelques minutes. Il a indiqué la direction du salon du geste de la main et a disparu dans la direction de l'escalier. J'étais seule dans le couloir. Ou presque. J'ai marché en direction de la salle à manger. La cristallerie était là, contre le mur du fond, comme toujours. Une grande cristallerie en bois sombre à double corps, avec des vitres biseautées sur le haut, des tiroirs en bas, et au centre, sur les étagères du milieu, les pièces qui constituent le cœur de la collection. Des porcelaines de Paris, plusieurs pièces à décor empire, 2 tasses Meissen avec leur soucoupe, un service à café Sèvres que j'avais moi-même aidé Émilienne à authentifier il y a 7 ans, et dans le coin droit du 2e niveau, une tasse sans anse, petite, blanche avec un liseré or fin, posée seule sur un socle de velours bordeaux.
J'ai regardé la tasse. Elle était exactement là où le verso du carton de visite l'avait indiqué. Vaisselier du fond, tasse sans anse, clé du tiroir bas. J'ai glissé la clé de la poche de mon gilet. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai ouvert le tiroir bas de la cristallerie du fond, celui du bas à droite, qui était fermé à clé avec la même serrure ancienne que les autres tiroirs du meuble. Le genre de tiroir qui semblerait vide à quelqu'un qui n'aurait pas de clé et qui ne se donnerait pas la peine de chercher. Le tiroir s'est ouvert. Et là, dans le tiroir tapissé de velours vert sombre, j'ai trouvé ce qu'Émilienne avait voulu que je trouve. 2 dossiers cartonnés, posés l'un sur l'autre. Le premier, bleu clair, portait sur la couverture la mention dactylographiée, inventaire de la collection Caron d'Hervaux, établie et révisée par Émilienne Caron d'Hervaux entre 1999 et 2024. Le second, identique en format mais de couleur crème, portait une autre mention, inventaire pour présentation, collection d'Hervaux, sous la direction artistique de Lucien Dervaux, version destinée au Léland du 20 mars. J'ai pris les 2 dossiers dans mes mains. J'ai comparé. Les pièces étaient les mêmes. Les descriptions étaient les mêmes. Les provenances, les datations, les estimations de valeur étaient les mêmes, avec la même rigueur, les mêmes références bibliographiques, la même précision technique qui était sans équivoque la précision d'Émilienne. Mais dans le premier dossier, celui bleu clair, chaque fiche portait en bas à droite la signature ou l'initiale d'Émilienne, ECD, parfois développée en Émilienne Caron d'Hervaux, avec parfois des annotations à la main de sa main reconnaissables, une précision ajoutée, une correction de datation, un renvoi bibliographique supplémentaire. Dans le second, celui crème, ces signatures avaient disparu. À leur place, en bas à droite de chaque fiche, apparaissait une mention dactylographiée, répertoriée sous la direction de L. Dervaux. 25 années de travail d'inventaire, 237 pièces documentées, et dans le glissement entre les 2 versions, un nom retiré et remplacé par un autre. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas une erreur de format ou un oubli administratif. C'était une décision qui transformait 25 ans de recherche, de catalogage, de restauration partielle et de documentation patiente en une contribution anonyme sous le nom d'un homme qui n'avait pas fait ce travail. J'ai entendu les pas de Lucien descendre l'escalier. J'ai refermé les dossiers. Je les ai posés sur le dessus de la cristallerie. Je me suis redressé, j'ai mis mes mains dans les poches de mon gilet et j'ai attendu. Il est entré dans la salle à manger et s'est arrêté en me voyant debout devant la cristallerie ouverte. Son visage a changé, brièvement, d'une façon qu'il a contrôlée rapidement, mais que j'avais eu le temps de voir. Une légère contracture autour de la mâchoire, un rétrécissement momentané des yeux, le visage de quelqu'un qui recalcule. Il a dit « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai dit que j'admirais la collection, que je n'avais pas résisté à regarder les pièces en attendant, que la tasse sans anse, là-haut, était particulièrement belle, je ne l'avais pas remarqué lors des visites précédentes. Il a regardé la tasse, puis les 2 dossiers posés sur la cristallerie, puis moi. Émilienne est entrée à ce moment-là. Elle venait du couloir, le pas silencieux, sans tablier ce matin, dans une robe de lainage brun clair et des bottines plates, les cheveux à peine peignés, les mains croisées devant elle, dans ce geste qu'elle avait quand elle ne savait pas encore où les mettre. Elle m'a regardé, puis elle a regardé les 2 dossiers, puis elle m'a regardé à nouveau. Et dans ce second regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais encore jamais vu sur le visage d'Émilienne Caron d'Hervaux en 23 ans de belle famille. Du soulagement, pas de la joie, pas du triomphe, quelque chose de plus fragile et de plus fondamental que ces 2 émotions. La façon dont un corps se relâche légèrement quand il comprend qu'il n'est plus seul avec quelque chose de lourd. J'ai posé la main sur les 2 dossiers, ouvert le premier, et j'ai dit à voix haute, calmement, sans élever le ton, parce que je n'avais aucun besoin de crier ce matin-là. Lucien, une femme n'est pas une pièce abîmée qu'on vend plus facilement quand on retire son étiquette. Le silence qui a suivi a eu la qualité particulière du silence des maisons dans lesquelles on vient de dire quelque chose qui ne peut plus être effacé. Un silence qui s'installe sur les meubles, sur les porcelaines, dans leurs vitrines, sur le parquet et les moulures du plafond, et qui attend. Lucien a ouvert la bouche. Il a dit « Maman, tu ne comprends pas, c'est plus compliqué que ça. » J'ai dit que j'écoutais. Et il a commencé à parler.
Il a parlé pendant peut-être 5 minutes. 5 minutes de phrases bien construites, de mots choisis avec soin, de la sorte d'argumentation que je reconnaissais chez lui depuis l'enfance, cette façon qu'il avait de prendre un terrain fragile et de le solidifier par la parole avant que quelqu'un d'autre ait le temps de le tester avec un pied prudent. Il a dit que la collection avait des problèmes financiers que je ne connaissais pas. Que maintenir des pièces de cette valeur coûtait des sommes considérables en assurance, en stockage climatisé, en restauration ponctuelle. Que le l'élan n'était pas une trahison, c'était une rationalisation, un mot qu'il a utilisé 3 fois de suite, comme si la répétition pouvait en faire une vérité plus solide. Que la vente partielle permettrait de dégager des liquidités pour préserver le reste dans de meilleures conditions. Que c'était une décision professionnelle, adulte, responsable, et que la question du crédit dans l'inventaire était une question de présentation, pas de fond, parce que tout le monde dans le milieu savait qui était Émilienne et ce qu'elle avait fait, que la mention formelle ne changeait rien à la réalité. Tout le monde savait. La mention ne changeait rien à la réalité. J'ai écouté sans l'interrompre. C'est une habitude que j'ai depuis que je suis conservatrice. On n'interrompt pas quand quelqu'un parle d'un objet. On le laisse dire tout ce qu'il a à dire, parce que souvent, ce qu'on cherche à comprendre n'est pas dans les premières phrases, mais dans celles qui viennent après, quand l'argumentation commence à chercher ses mots. Quand il a eu terminé, j'ai demandé une seule chose. Est-ce qu'Émilienne était d'accord avec la formulation du second inventaire? Le silence a duré 2 secondes, 1 seconde de trop pour être une réponse spontanée. Il a dit qu'ils en avaient discuté. J'ai dit que ce n'était pas ce que j'avais demandé. Émilienne, jusqu'ici debout dans l'embrasure de la porte, a fait un pas dans la pièce. Elle a dit, avec cette voix basse et mesurée qui était la sienne, qu'elle n'avait pas été consultée sur la formulation finale du second inventaire, qu'elle l'avait découvert la semaine précédente en cherchant un document dans le bureau de Lucien, que la signature qu'on lui demandait d'apposer ce matin concernait une procuration qui autorisait Lucien à représenter la collection dans toutes ses transactions à venir, y compris le l'élan du 20 mars, sous le nom d'Hervaux exclusivement, sans mention de son propre nom comme co-constitutrice. Elle a dit cela simplement, sans trembler, avec les mains toujours croisées devant elle, les yeux directs sur mon visage, comme quelqu'un qui a répété cette phrase plusieurs fois dans sa tête, avant de la prononcer à voix haute et qui s'assure maintenant que chaque mot atterrit là où il doit. Lucien a dit qu'elle simplifiait les choses à l'extrême, qu'il y avait des raisons légales, des questions de responsabilité juridique, que son nom protégeait aussi le sien, parce que si le l'élan générait des complications fiscales, il préférait que ce soit lui qui porte la responsabilité formelle. J'ai dit que c'était généreux de sa part. Il a entendu l'ironie. Son visage s'est légèrement durci. Il a dit « Maman, s'il te plaît, c'est une affaire familiale, c'est compliqué. Tu ne vois pas tout. » J'ai dit que c'était exactement pour cette raison que j'avais passé la nuit à regarder ce que je n'avais pas vu avant. Le silence est revenu. Dehors, dans la rue, un vélo est passé sur les pavés. Ce bruit de roues sur les joints entre les pierres qui est le son caractéristique d'Amiens le matin. Un bruit familier et ordinaire qui avait quelque chose d'absurde dans ce moment. Lucien a changé de ton. Je l'ai vu faire ce glissement, une légère décompression dans les épaules, un adoucissement dans la voix, la décision de changer de stratégie quand celle de la conviction directe ne fonctionnait pas. Il est devenu le fils. Non plus le professionnel défendant une décision d'entreprise, mais le fils qui cherche la compréhension de sa mère. Il a dit qu'il savait que ça semblait injuste comme ça, qu'il ne niait pas le travail d'Émilienne. Au contraire, il en était fier, il le répétait à tout le monde. Mais que certaines décisions pratiques devaient être prises sans qu'on puisse toujours expliquer tous les détails à tout le monde. Que ma présence ce matin, sans prévenir, avec ces dossiers, créait une situation difficile dans un moment difficile. Il a dit « Ma présence créait une situation difficile ». J'ai regardé mon fils, cet homme de 57 ans que j'avais tenu dans mes bras quand il avait 2 jours, que j'avais regardé apprendre à marcher sur le parquet de l'appartement de la rue des Vergeaux, que j'avais accompagné jusqu'à ses premières années professionnelles avec la fierté tranquille des mères qui croient avoir bien travaillé. Cet homme qui avait hérité de la clarté de son père pour les chiffres et de ma capacité à lire les situations, mais qui avait utilisé ses héritages d'une façon que ni son père ni moi n'avions prévue. Je me suis souvenu de ce que m'avait dit Henri, quelques années avant sa mort.
lors d'une conversation qui n'avait pas concerné Lucien directement, mais qui y revenait maintenant. Henri m'avait dit, un soir, que les gens qui apprennent très tôt à convaincre les autres apprennent très tôt aussi à se convaincre eux-mêmes. Et que c'est à ce moment-là que ça devient difficile, parce qu'on ne peut plus vraiment distinguer, chez eux, ce qui est calcul et ce qui est sincérité. Henri avait dit cela d'un ami. Je l'avais rangé comme une observation générale. Ce matin, dans la salle à manger de la rue Saint-Leu, j'ai compris qu'il avait peut-être parlé d'autre chose. J'ai dit à Lucien, toujours calmement, que ma présence ne créait pas la situation. La situation existait avant que je rentre dans cette pièce. Ma présence se contentait de la rendre visible, et que la visibilité, contrairement à ce qu'on pouvait croire, n'était pas le problème, mais la seule chose qui permettait d'en trouver la solution. Il a ouvert la bouche pour répondre. C'est Émilienne qui a parlé la première. Elle a dit qu'elle voulait s'exprimer maintenant, si personne n'y voyait d'inconvénient, et que son mari et sa belle-mère pouvaient tous les deux l'écouter. Elle a parlé pendant peut-être 10 minutes. 10 minutes d'une voix basse mais continue, sans élever le ton, sans larmes, avec cette maîtrise tranquille de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à ce qu'il allait dire et qui n'a plus peur de le dire. Elle a dit qu'elle n'était pas opposée à vendre certaines pièces, que la question financière était réelle et qu'elle ne la niait pas, qu'une vente partielle, bien préparée, avec une expertise indépendante sérieuse, était peut-être une bonne décision pour la collection, mais que cette décision devait être prise ensemble, avec les 2 noms sur les documents, parce qu'elle avait passé 25 ans à construire cette collection avec ses propres mains, sa propre recherche, ses propres nuits, à lire des catalogues de provenance en espagnol et en allemand que Lucien ne lisait pas, et qu'elle refusait que cette histoire disparaisse dans une formule qui disait simplement « Direction Lucien Dervaux ». Elle a dit qu'elle n'avait rien contre lui. Elle avait dit ces mots avec une précision clinique qui indiquait qu'elle en avait pesé chaque syllabe, qu'elle aimait leur vie, leur maison, les années qu'ils avaient reconstruites, mais qu'une femme qui efface son propre nom pour simplifier la présentation d'un travail qu'elle a fait ne fait pas preuve de générosité. Elle cède quelque chose qui ne peut pas lui être rendu. Lucien l'écoutait. Je l'observais pendant qu'elle parlait. Son visage avait une expression que je lui connaissais depuis l'enfance, cette expression qu'il avait quand il entendait quelque chose qui remettait en question sa version des événements et qu'il cherchait activement, dans ce qu'il entendait, les points faibles plutôt que les points justes. Puis Émilienne a dit la phrase qui a tout cristallisé. Elle a dit que la dernière ligne du message qu'elle avait glissé dans le manteau de Violette ne parlait pas de mort, pas de menace physique, pas de danger visible. Elle parlait de quelque chose de plus insaisissable et de plus permanent. Elle avait peur de sortir de cette maison en n'étant plus l'auteur de sa propre histoire, et que cette peur, aussi silencieuse soit-elle, était tout à fait réelle. Lucien a dit que c'était dramatique. J'ai dit que non, que c'était précis. La salle à manger avait ce matin la qualité des espaces dans lesquels une vérité vient d'être dite pour la première fois à voix haute après avoir existé en silence pendant des années. Les porcelaines dans les vitrines semblaient prêter attention. La tasse, sans anse sur son socle de velours bordeaux, semblait légèrement plus présente qu'avant. Et les 2 dossiers cartonnés sur la cristallerie, le bleu clair avec les initiales d'Émilienne et le crème avec la mention direction Lucien Dervaux, semblaient être exactement ce qu'ils étaient, les 2 versions d'une même histoire dont une seule était vraie. Je veux m'arrêter 1 seconde avec vous, parce que ce moment dans la salle à manger, ce moment où Émilienne a dit à voix haute ce qu'elle n'avait encore jamais dit, ce moment a été pour moi quelque chose que je n'avais pas anticipé. J'étais entrée dans cette pièce avec une clé et des dossiers. Je n'étais pas entrée en me disant que j'allais entendre quelque chose qui me changerait. Et pourtant, si vous connaissez quelqu'un, une femme, une amie, une membre de votre famille qui travaille dans l'ombre de quelqu'un d'autre depuis trop longtemps, partagez cette histoire avec elle. Pas pour la blesser, pour lui dire qu'elle n'est pas invisible, même si on lui a appris à se croire telle. Et laissez un commentaire avec votre ressenti. D'où regardez-vous ce soir? Quelle heure est-il chez vous? Est-ce que quelqu'un dans votre vie vous a rappelé une Émilienne? Je lis chaque commentaire. Vraiment. Chacun. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, parce que demain il y a une autre histoire, et peut-être que celle de demain sera celle dont quelqu'un près de vous a besoin.
Lucien a repris la parole. Il a dit qu'il entendait ce que nous disions, les deux, mais qu'il y avait des réalités contractuelles et des délais qui ne pouvaient pas être ignorés. Que le l'élan du hôtel des Ventes Picardie, boulevard de Belfort, était fixé au 20 mars, c'est-à-dire dans 7 jours. Que des acheteurs potentiels avaient été prévenus, que des pièces avaient été mises en avant dans un avant-catalogue envoyé par courrier électronique la semaine précédente. Que reculer maintenant créerait des complications relationnelles et une perte de crédibilité professionnelle considérable. J'ai demandé qui avait envoyé cet avant-catalogue. Il a dit qu'il l'avait envoyé. J'ai demandé sous quel nom. Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai dit que je comprenais. Et j'ai ajouté que je souhaitais, avant que quoi que ce soit signé ce matin, appeler Madame Héloïse Brémond, l'évaluatrice indépendante dont le nom se trouvait sur un carton de visite que j'avais dans ma poche. Lucien a regardé le carton de visite que j'ai sorti de ma poche et posé sur la table. Il a reconnu le nom. Je l'ai vu à sa façon de regarder. Pas la surprise de quelqu'un qui entend un nom pour la première fois, mais la tension de quelqu'un qui entend un nom qu'il avait espéré ne pas entendre ce matin précisément. Il a dit que ce n'était pas nécessaire. J'ai dit que si. Et là, pour la première fois depuis le début de cette matinée, Lucien a perdu légèrement pied. Pas de façon dramatique, pas d'explosion, pas de cri, pas de geste brusque. Lucien ne fonctionnait pas ainsi. Mais il y a eu dans ses épaules un affaissement de quelques millimètres, dans sa voix une légère perte de cette fermeté calculée qu'il avait soutenue jusqu'ici, et dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à la réalisation que la conversation ne suivrait pas le chemin qu'il avait prévu. Il a dit qu'on pouvait en parler entre nous, en famille, que ça ne demandait pas l'intervention d'une tierce partie. J'ai dit que, quelquefois, précisément, les familles ont besoin de tierces parties. Parce que les familles voient certaines choses très clairement et d'autres choses pas du tout, et que c'est là que les tierces parties sont utiles. Il y a eu un silence. Puis Émilienne a dit qu'elle souhaitait appeler Madame Brémond, et qu'elle souhaitait que l'évaluation soit refaite, indépendamment, avant que quoi que ce soit signé. Lucien a regardé sa femme, puis il a regardé les 2 dossiers sur la cristallerie. Puis il m'a regardé, et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis très longtemps sur le visage de mon fils. L'expression d'un homme qui comprend que l'espace dans lequel il a manœuvré pendant des années vient de changer de dimension. Pas effondrement, pas capitulation. Mais la reconnaissance que ce matin n'allait pas se terminer comme prévu. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Je lui ai dit que c'était une bonne idée. Il est sorti de la salle à manger. Nous l'avons entendu monter l'escalier vers son bureau, ce bureau au 1er étage dont la porte se fermait avec un déclic net depuis toujours. Émilienne et moi sommes restés seuls dans la salle à manger, avec les porcelaines, les 2 dossiers et la tasse sans anse sur son velours bordeaux. Elle m'a regardé. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle a dit simplement merci, Violette, avec dans ces 2 mots une densité que les mots ordinaires ont rarement. Je lui ai dit que c'était moi qui aurais dû regarder plus tôt. Elle a secoué légèrement la tête. Elle a dit qu'on ne peut pas voir ce qu'on n'est pas prêt à voir, que certaines vérités attendent patiemment qu'on soit prêt, et que ce matin, pour des raisons qui tenaient à sa propre lassitude et à sa propre limite atteinte, elle avait décidé qu'elle était prête, et qu'elle avait choisi de me dire avec un geste, parce que les mots auraient pu être entendus par Lucien ou interceptés ou interprétés autrement, mais qu'un geste fait au bon moment, devant la bonne personne, est quelque chose qui ne peut pas être effacé. J'ai compris à ce moment ce qu'elle m'avait dit la veille, avec sa main pressée contre le ventre, contre le bolso interne du tablier de lin où dormaient la clé et l'enveloppe. Elle n'avait pas demandé à être sauvée. Elle avait demandé une témoin, quelqu'un qui entrerait dans la pièce et qui dirait à voix haute ce qu'elle voyait. Quelqu'un dont la présence physique dans cet espace rendrait impossible le retour à la version de la réalité que Lucien avait construite. Et cette personne, elle m'avait choisi. Je me suis assise à la table de la salle à manger, la même table où nous avions dîné la veille, avec la même nappe blanche et les mêmes fleurs blanches dans leur vase, qui avaient légèrement perdu une pétale pendant la nuit et qui commençaient à sentir avec cette odeur légèrement sucrée des fleurs coupées qui approchent de leur fin. Émilienne s'est assise en face de moi. Et pendant la demi-heure qui a suivi, pendant que nous attendions que Lucien redescende, elle m'a expliqué.
Elle m'a expliqué ce qu'elle avait découvert la semaine précédente en cherchant un formulaire d'assurance dans le bureau. Elle avait ouvert par erreur un dossier intitulé simplement « Lelo Mars » et elle avait trouvé l'avant-catalogue et la version crème de l'inventaire avec la mention direction Lucien Dervaux sur chaque fiche. Elle avait d'abord cru à une erreur. Elle avait attendu. Elle avait cherché une conversation avec Lucien qui ne venait pas. Puis elle avait compris que ce n'était pas une erreur. Elle m'a dit qu'elle avait pensé à me contacter directement, par téléphone ou par courrier, mais qu'elle avait craint que Lucien voie un appel ou une lettre et que ça accélère quelque chose qu'elle voulait pouvoir arrêter proprement, sans violence, sans scandale, sans destruction de ce qui pouvait encore être préservé. Elle avait pensé à qui dans leur entourage pouvait comprendre sans qu'on lui explique tout, qui connaissait les objets et leur langage, qui lirait une clé et un carton de visite comme on lit un texte. Elle avait pensé à moi. Et hier soir, quand Lucien était sorti de la pièce, 1 seconde pour répondre au téléphone, elle avait cousu en 2 minutes l'enveloppe dans la doublure du manteau gris perle avec du fil clair et une aiguille qu'elle gardait dans le tiroir de la cuisine. 2 minutes. Le genre de précision qui suppose une longue période de préparation mentale avant l'acte lui-même. Je l'ai regardé parler. J'ai regardé ses mains croisées sur la nappe blanche, ses mains qui connaissaient les porcelaines comme je les connaissais, qui avaient retourné des pièces pour lire les marques au dos, qui avaient rédigé des fiches d'inventaire en regardant chaque détail, qui avaient écrit une étude publiée il y a 25 ans sous son propre nom, et qui depuis lors avait continué à travailler sans que ce nom soit visible. J'ai pensé à quelque chose que ma mère m'avait dit une fois, pendant mon enfance à Amiens, dans un contexte entièrement différent mais avec une vérité qui avait traversé les décennies jusqu'à ce matin. Elle m'avait dit que les femmes de sa génération avaient appris à ranger leurs mains dans leurs poches pour prendre moins de place dans les photos de famille, et que certaines avaient pris cette habitude si profondément qu'elles avaient fini par croire qu'elles n'avaient pas de mains utiles à montrer. Je n'avais pas voulu croire que certaines choses ne changeaient pas aussi vite qu'on le souhaitait. Ce matin, dans la salle à manger de la rue Saint-Leu, je n'avais plus le luxe de cette croyance. Lucien est redescendu 40 minutes plus tard. Il avait l'air de quelqu'un qui a eu une conversation téléphonique difficile, ou qui en a eu plusieurs, ou qui a simplement passé 40 minutes à regarder par la fenêtre de son bureau en comprenant que certaines choses avaient changé et qu'il devait décider comment les habiter. Il s'est assis à la table. Il a regardé les 2 dossiers, toujours posés sur la cristallerie. Il a regardé Émilienne. Il a regardé les fleurs blanches qui perdèrent leurs pétales. Il a dit qu'il comprenait que la situation était problématique. Ce mot, problématique, avait dans sa bouche le même registre que le mot rationalisation. Un mot qui nomme quelque chose sans en porter le poids réel. J'allais dire quelque chose. Émilienne a posé sa main sur la mienne sur la nappe. 1 seconde. Comme pour dire qu'elle préférait répondre elle-même. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de la destruction, qu'elle ne voulait pas transformer leur vie en procédure, leur famille en tribunal, leur maison en lieu de combat. Elle voulait 3 choses précises. Son nom dans l'inventaire, les 2 noms, les 2, dans tous les documents relatifs à la collection. Une évaluation refaite par Madame Brémond, indépendante, avec les 2 versions de l'inventaire disponibles pour comparaison. Et aucune signature avant que cette évaluation soit terminée et validée par les 2 parties. Elle n'a pas dit sinon. Elle n'avait pas besoin de dire sinon. Certaines phrases portent leurs propres conséquences implicites, et ceux qui les entendent comprennent sans qu'on leur explique ce que l'absence de leur accord signifiera. Lucien a regardé ses mains sur la table. Puis il a regardé ma fille, sa femme, cette femme de 50 ans avec ses cheveux bruns coupés courts et ses épaules légèrement rentrées et ses mains qui ne tremblaient pas. Il a dit qu'il appellerait le hôtel des ventes Picardie pour demander un report. Le silence qui a suivi était différent du silence de tout à l'heure. Celui de tout à l'heure était le silence de l'impasse. Celui-là était le silence d'un espace qui vient de s'ouvrir légèrement. Pas grand, pas définitif, mais réel. La façon dont une porte s'entrebâille quand le mécanisme de la serrure cède après longtemps. J'ai repris le manteau gris perle sur le dossier de ma chaise. J'ai dit que j'avais une course à faire dans la matinée, que je les laissais, que je reviendrais dans l'après-midi si c'était utile. Émilienne m'a accompagnée jusqu'à la porte. Dans le couloir, elle a dit à voix basse
qu'elle avait besoin de sortir de la maison quelques heures, ce soir peut-être, et qu'elle aimerait passer chez moi si je n'y voyais pas d'inconvénient. J'ai dit que la cuisine de la rue des Vergeaux était ouverte. Je suis descendu les 3 marches du perron et j'ai marché dans Amiens. La matinée s'était éclaircie depuis mon arrivée. Le ciel de mars restait bas et gris, mais la lumière avait légèrement augmenté, ce changement subtil de luminosité qui indique que quelque part au-dessus des nuages, le soleil est là, même si on ne le voit pas. Les pavés avaient séché, et ils avaient cette couleur de pierre sèche un peu plus claire, un peu plus propre, qui donnait aux rues du vieux centre une beauté simple et ordinaire. J'ai marché jusqu'à la rue Flatter. Le numéro 12 était une porte ancienne, en bois peint en gris foncé, avec une plaque de cuivre à droite qui portait la mention « Héloïse Brémond », expertise indépendante, art de la table et porcelaines anciennes. Rendez-vous sur appel. J'ai regardé la plaque un moment. Puis j'ai sonné. Une voix dans l'interphone a dit qu'elle écoutait. J'ai dit mon nom. J'ai dit que j'avais le carton de visite de Madame Brémond remis par une personne qui avait besoin d'une expertise urgente et que si elle pouvait me recevoir même quelques minutes, ce serait utile. La porte a bourdonné. Je suis entré. Le bureau de Madame Brémond était au rez-de-chaussée. Sur la gauche, une pièce haute de plafond avec des étagères sur 3 murs, chargées de catalogues, de fascicules d'exposition, de dossiers de couleurs différentes classés par décennies à en juger par les étiquettes que j'apercevais. Une grande table de travail avec une lampe forte, le genre de lampe qu'on utilise pour examiner les marques et les émaux, avec une loupe montée sur bras articulée à côté. Et derrière la table, Madame Héloïse Brémond. 64 ans, cheveux blancs coupés courts, lunettes à monture fine en métal, un pull de laine marine sur une chemise blanche, les mains posées sur un dossier ouvert qu'elle n'avait pas fermé, en entendant la sonnette. Une femme qui avait l'air de quelqu'un qui interrompt son travail pour vous recevoir, mais pas de quelqu'un qui fait semblant d'avoir été interrompu. Elle m'a regardé entrer et m'a désigné la chaise en face d'elle. J'ai dit que son nom m'avait été transmis par Émilienne Caron-Dervaux. Son visage n'a pas changé, mais ses mains sur le dossier se sont légèrement immobilisées. Elle a dit qu'elle connaissait Émilienne, qu'elles avaient travaillé ensemble il y a plusieurs années sur une expertise pour une succession en Normandie, qu'Émilienne était une professionnelle sérieuse avec une connaissance des porcelaines de Paris qui était rare même chez les spécialistes confirmés. J'ai dit que c'est précisément pour cela que j'étais là. Et j'ai sorti les 2 dossiers de mon sac. Le bleu clair avec les initiales d'Émilienne. Le crème avec la mention direction Lucien Dervaux. Je les ai posés l'un à côté de l'autre sur la table de travail de Madame Brémond. Elle a mis ses lunettes. Elle a ouvert les 2, côte à côte. Elle a lu en silence pendant plusieurs minutes. La qualité de son silence était celle de quelqu'un qui sait lire les documents, pas seulement les parcourir, qui comprend ce que les formulations signifient et ce que leur changement d'une version à l'autre indique. Quand elle a relevé les yeux, elle a dit simplement qu'elle comprenait la situation. J'ai dit que j'espérais qu'elle pourrait nous aider. Elle a dit qu'elle pouvait être disponible dans les jours suivants pour une expertise indépendante et une révision comparative des 2 versions. Qu'elle avait un carnet de rendez-vous chargé, mais qu'une situation comme celle-là, dans son expérience, ne gagnait jamais à attendre. J'ai dit que je lui en étais reconnaissante. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore rencontré de collection constituée sérieusement en 25 ans, qui n'ait pas laissé de traces documentaires indiscutables de son auteur réel. Que les inventaires disaient toujours la vérité même quand les couvertures mentaient. C'était une façon élégante de dire que les preuves existaient et qu'elle savait les lire. Je suis reparti de la rue Flatters à 10 heures passées, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire dans la partie de la matinée qu'il contrôlait. Le reste appartenait à d'autres décisions, à d'autres conversations, à des processus qui prendraient le temps qu'ils prendraient. Mais la clé de nacre avait été utilisée. Le tiroir avait été ouvert. Les 2 dossiers avaient été vus par des yeux extérieurs à la maison de la rue Saint-Leu. Et cela ne pouvait plus être défait. Les jours qui ont suivi le 13 mars ont eu cette texture particulière des périodes de transition, où rien n'est encore résolu, mais où le tissu de la situation a changé de composition de façon irréversible. On le sent. Comme quand un temps de gel cède en fin d'hiver. L'air n'est pas encore chaud. Le sol n'est pas encore dégagé. Mais quelque chose dans la pression atmosphérique a bougé,
Et le corps le sait avant que les yeux n'en voient la confirmation. Émilienne est venue chez moi ce soir du 13 mars, comme elle l'avait annoncé. Elle est arrivée à 19h30 avec son manteau sombre et son sac en bandoulière, sans appeler avant, ce qui indiquait soit une confiance dans mon invitation, soit une urgence qui ne laissait pas de place aux convenances préalables. Elle avait le visage d'une femme qui a passé la journée à tenir quelque chose ensemble et qui peut enfin lâcher légèrement. Je lui avais préparé de la soupe. Une soupe de poireaux et de pommes de terre, la recette de ma mère, celle que je fais les soirs où il faut quelque chose de chaud sans chercher de complications. Il y avait du pain de campagne de la boulangerie des Camps, rue Metz-l'Évêque, et du fromage de maroilles que ma belle-sœur Arlette m'avait envoyé la semaine précédente depuis sa ferme d'Avesnois, assez fort pour réchauffer un soir de mars froid. Nous avons mangé presque sans parler d'abord. Ce silence n'avait pas la tension du silence de la salle à manger de la rue Saint-Leu. C'était le silence de deux femmes qui se reposent dans le même espace après avoir fait quelque chose d'épuisant. Puis Émilienne a dit qu'elle avait eu une longue conversation avec Lucien dans l'après-midi, qu'il avait effectivement appelé le hôtel des Ventes Picardie pour demander un report du l'élan d'une semaine. Qu'on lui avait accordé une semaine, pas plus, compte tenu des acheteurs déjà prévenus et des engagements pris. Que Lucien était en colère, d'une colère froide et contenue qui était plus difficile à habiter que la colère ouverte aurait pu l'être, mais qu'il avait accepté l'évaluation de Madame Brémond parce qu'il n'avait pas d'autre choix et qu'il avait assez de sens pratique pour comprendre que s'y opposer ne ferait que compliquer davantage une situation qui lui avait déjà en partie échappé. Elle a dit qu'il avait dit une phrase, une seule, qui lui avait semblé importante. Il avait dit qu'il n'avait pas réalisé, pas en guise d'excuse, pas comme aveu. Juste ces 4 mots, posés dans la conversation comme on pose quelque chose de lourd qu'on n'arrive plus à porter debout. Il n'avait pas réalisé. Émilienne avait dit qu'elle croyait qu'il était sincère. Et que c'était peut-être la chose la plus difficile à habiter, plus difficile que la malveillance consciente, parce que la malveillance consciente, on peut la nommer et s'en défendre. Mais quelqu'un qui efface ce que vous avez fait sans même le savoir vraiment, ça dit quelque chose d'une façon de vous regarder qui est plus ancienne et plus profonde que n'importe quelle décision spécifique. J'ai versé du café. L'appartement de la rue des Vergeaux était chaud, avec la lampe de la cuisine allumée et le bruit de la pluie revenu sur les pavés de la cour. Les 4 tasses de Limoges dans la vitrine de l'entrée brillaient légèrement depuis le couloir. J'ai demandé à Émilienne comment elle s'était sentie quand elle avait découvert les 2 versions de l'inventaire, la semaine précédente, dans le bureau de Lucien. Elle a réfléchi un moment. Puis elle a dit qu'elle avait senti 2 choses en même temps et qu'elle n'avait pas réussi jusqu'ici à les démêler complètement. La première était une surprise, non pas de trouver les 2 versions, non pas de voir son nom retiré, mais de découvrir qu'elle n'était pas vraiment surprise. Comme si une partie d'elle l'avait attendue sans se l'avouer, avait vu venir ce glissement au ralenti depuis des années sans jamais vouloir nommer ce qu'elle voyait. La seconde chose était une clarté. Cette clarté étrange et froide qui vient quelquefois quand quelque chose qu'on craignait vaguement prend enfin une forme précise et visible. Parce que ce qu'on peut voir, on peut en décider. J'ai dit que je comprenais cette clarté, que j'avais ressenti quelque chose de similaire cette nuit du 12 mars, assis dans ma cuisine avec la clé sur la table. Cette sensation que le flou venait de céder et que ce qui était maintenant visible, si difficile soit-il à regarder, était préférable à continuer à voir sans regarder. Émilienne a souri, un petit sourire sans joie, mais avec quelque chose de reconnaissant dedans. Le sourire de quelqu'un qui vient d'entendre quelqu'un d'autre nommer exactement ce qu'il avait vécu. Elle a dit qu'elle avait attendu longtemps avant de chercher de l'aide, qu'elle s'était posé la question pendant des semaines depuis que certains signaux avaient commencé à s'accumuler, des catalogues sans son nom, des réunions auxquelles elle n'était pas invitée. Des décisions prises sur des pièces qu'elle avait identifiées sans qu'on lui demande son avis. Elle s'était dit que c'était le fonctionnement naturel d'une entreprise qui grandissait, que Lucien était meilleur qu'elle pour les aspects commerciaux, ce qui était vrai, et qu'il était logique qu'il soit en première ligne pour les clients et les partenaires, qu'elle était plus à l'aise dans le travail technique que dans la représentation, ce qui était aussi vrai. Mais il y avait une différence, elle le savait, entre choisir de ne pas être en première ligne et être retiré de l'image sans qu'on vous demande votre avis. Et cette différence,
Elle avait mis du temps à se permettre de la formuler, même intérieurement. Parce que la formuler signifiait nommer quelque chose que son mari lui faisait. Et nommer quelque chose que son mari vous fait change la façon dont on regardera toutes les conversations précédentes et toutes les conversations suivantes. Avant de continuer, je veux vous demander de rester encore avec moi. Ce que vous entendez ce soir, je sais que certains parmi vous le reconnaissent. Cette lente progression, ce recul imperceptible d'un nom, d'une présence, d'une voix. Si vous connaissez une femme dans cette situation, ou si vous vous reconnaissez dans ce que dit Émilienne, laissez un commentaire. Pas pour me parler à moi spécifiquement, mais parce que dire les choses à voix haute, même dans un commentaire, même à des inconnus, change quelque chose. Et si vous êtes là depuis le début de cette histoire, depuis la nuit du 12 mars et la clé dans la doublure du manteau, donnez-moi un like parce que ça me dit que vous êtes là. Il y a une histoire chaque jour sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne pas en manquer une. Madame Héloïse Brémond est venue à la maison de la rue Saint-Leu le mardi 15 mars. Je le sais parce qu'Émilienne m'a appelé ce soir-là pour me donner le compte-rendu de la journée, une de ces conversations téléphoniques qui commencent par « on verra comment ça se passe » et qui finissent 2 heures plus tard parce qu'il y avait plus à dire que prévu. Madame Brémond avait passé la journée à examiner les pièces de la collection, à comparer les 2 versions de l'inventaire, à poser des questions techniques à Émilienne sur les processus de recherche et de documentation, et à noter avec soin les références bibliographiques et archivistiques qui apparaissaient dans la version bleue avec les initiales d'Émilienne, mais pas dans la version crème préparée pour le Leyland. Elle avait également demandé à voir les archives de travail, les notes de recherche, les correspondances avec des maisons de vente et des musées pour les expertises de provenance, les photographies prises pendant les phases de restauration partielle de certaines pièces. Émilienne avait tout. Elle avait toujours gardé ses archives dans un système qu'elle avait construit elle-même au fil des années. Des chemises numérotées dans un classeur à soufflet conservé dans le tiroir fermé à clé de son bureau personnel, le seul meuble de la maison dont la clé n'était pas sur le trousseau commun, mais dans son sac à elle. Ce détail, quand elle me l'a dit au téléphone, m'a touchée d'une façon que je n'avais pas anticipée. Cette femme avait gardé ses archives séparées, sous sa propre clé, dans sa propre organisation, sans que Lucien ait besoin de le savoir ou de l'autoriser. Elle avait maintenu, sans le nommer ainsi, un espace professionnel qui lui appartenait en propre, même à l'intérieur d'une maison partagée. Ce n'était pas de la méfiance préméditée. C'était l'instinct de quelqu'un qui comprend, à un niveau peut-être pas toujours conscient, que certaines choses doivent rester à soi pour rester entières. Madame Brémond avait examiné les archives pendant plusieurs heures. À la fin de la journée, elle avait dit à Émilienne qu'elle n'avait aucun doute sur l'auteur réel du travail d'inventaire et d'expertise de la collection, que les traces documentaires étaient claires, cohérentes, et qu'elles couvraient 25 ans de travail d'une rigueur qu'elle avait rarement vue dans des collections privées de cette taille. Elle préparerait un rapport d'évaluation indépendant qui attesterait de cela formellement. Lucien avait été présent pendant une partie de la journée. Il avait répondu aux questions de Madame Brémond avec correction, sans obstruction. Émilienne m'a dit qu'il semblait avoir passé la frontière de la résistance active et qu'il se trouvait maintenant dans cet espace plus incertain de quelqu'un qui commence à reconsidérer sa propre version des événements. Non pas avec plaisir, non pas avec soulagement, mais avec cette gravité lente de quelqu'un qui réalise que certaines choses ont été vraies pendant longtemps sans qu'il les ait regardées. Elle m'a dit qu'il avait posé une question à Madame Brémond, une seule, vers la fin de l'après-midi. Il avait demandé si l'évaluation permettrait de corriger les documents destinés au Leyland avant la date. Madame Brémond avait dit que oui, qu'une correction était toujours possible avant la finalisation d'un catalogue de vente. Lucien avait hoché la tête et était sorti de la pièce sans rien ajouter. Émilienne m'a dit que ce moment avait été pour elle plus difficile à traverser que les confrontations des jours précédents. Parce que la confrontation, on peut s'y préparer. Mais voir quelqu'un commencer à comprendre quelque chose qu'il aurait pu voir depuis longtemps, voir la reconnaissance lente s'installer sur le visage de quelqu'un qu'on aime, c'est une douleur d'une nature différente. Pas de la colère, pas de la satisfaction. Quelque chose de plus complexe et de plus silencieux. Je lui ai dit que la complexité et le silence étaient peut-être des signes que les choses importantes se passaient vraiment. Pas de façon spectaculaire, mais de façon qui dure. Elle a dit qu'elle espérait.
Le rapport de Madame Brémond est arrivé le jeudi 17 mars. Un document de 19 pages, précis, technique, sans rhétorique et sans dramatisation, qui analysait comparativement les deux versions de l'inventaire et concluait sans ambiguïté que le travail de recherche, de catalogage, d'identification de provenance et de documentation de la collection avait été conduit par Émilienne Caron-Dervaux sur la période 1999 à 2024, avec des contributions techniques externes ponctuelles dûment référencées, et aucune contribution principale attribuable à une autre personne. Ce n'était pas une phrase d'opinion. C'était un constat documenté, sourcé, signé par une professionnelle avec 30 ans d'expérience en expertise patrimoniale indépendante. Lucien a lu le rapport dans son bureau. Émilienne m'a dit qu'elle n'était pas dans la pièce quand il l'a lu, mais qu'elle était dans la chambre d'à côté, et qu'elle n'avait pas entendu de réaction particulière. Juste le silence d'un homme, assis avec un document qui dit avec la précision des faits, ce que quelqu'un d'autre essaie depuis des semaines de lui dire avec les mots des émotions. Le vendredi 18 mars, ils ont eu une conversation qui a duré plusieurs heures. Émilienne ne m'en a raconté que les grandes lignes, parce que certaines conversations conjugales appartiennent à l'espace privé, même quand on a besoin d'en parler à voix haute avec quelqu'un de confiance. Elle m'a dit que Lucien avait dit qu'il comprenait maintenant pourquoi elle était allée chercher quelqu'un de l'extérieur. Qu'il n'était pas d'accord sur tout, qu'il pensait encore que certaines de ses décisions avaient été prises dans une logique légitime de simplification commerciale, mais qu'il acceptait que cette logique avait eu des conséquences qu'il n'avait pas mesurées, et qu'il était prêt à corriger les documents du Léland avec les deux noms. Elle m'a dit que cette phrase « il était prêt à corriger avec les deux noms » avait été la phrase la plus difficile et la plus importante de la conversation. Difficile parce qu'elle venait tard, importante parce qu'elle venait quand même. Le samedi 19 mars, la veille du Léland reprogrammé, je suis venue à la rue Saint-Leu en fin de matinée. Non pas pour surveiller, non pas pour être présente comme arbitre d'une situation qui n'avait plus besoin d'arbitre extérieur, mais parce qu'Émilienne m'avait demandé de venir, simplement, comme on demande à quelqu'un d'être là pour marquer un moment. Lucien était au téléphone dans son bureau. Émilienne m'a reçu dans la salle à manger. Sur la table, il y avait les documents du Léland dans leur version définitive, imprimés et prêts. Elle m'en a montré la couverture. Collection Caron-Dervaux. Recherche, catalogage et conservation. Émilienne Caron-Dervaux. Direction des opérations. Lucien Dervaux. 2 noms. Dans l'ordre chronologique du travail accompli. J'ai regardé cette couverture un long moment. La tasse sans anse était toujours sur son velours bordeaux dans la cristallerie du fond. La lumière du samedi matin entrait par les fenêtres, à petits carreaux, et posait des carrés lumineux sur le parquet. Les lys blancs avaient été remplacés par des branches de tulipes blanches, plus simples, plus directes, sans la complexité odorante des lys. Émilienne m'a dit qu'elle avait décidé une chose supplémentaire dans la semaine. Qu'indépendamment du Léland et de ses résultats, elle allait contacter une maison d'édition spécialisée en patrimoine, une qu'elle connaissait depuis ses années de formation, pour proposer la publication d'une étude sur la constitution d'une collection privée de porcelaine de Paris sur une génération. Un travail de fond, documenté, qui prendrait le temps qu'il prendrait, mais qui mettrait son nom sur quelque chose qui durerait. Je lui ai dit que c'était une bonne idée. Elle a dit qu'elle aurait dû y penser plus tôt. J'ai dit qu'on pense aux choses quand on est prêt à les penser. C'était, encore une fois, la vérité la plus simple disponible. Lucien est descendu à ce moment-là. Il a vu les documents de couverture sur la table. Il nous a regardés, les deux, avec une expression que je n'avais encore jamais vue sur son visage en 57 ans d'existence commune. Quelque chose de plus petit que d'habitude, moins occupé par sa propre projection. Quelque chose qui ressemblait, pour la première fois depuis longtemps, à quelqu'un qui se trouve dans une pièce avec d'autres personnes sans avoir besoin de la remplir entièrement. Il a dit que les documents lui semblaient corrects. Émilienne a dit qu'elle le pensait aussi. Il y a eu un silence. Pas un silence de tension. Un silence d'après. Le genre qui s'installe quand quelque chose de compliqué a atteint un moment de calme provisoire qui n'est pas encore de la résolution, mais qui est déjà moins de la guerre. Lucien a dit qu'il avait du travail et est retourné dans son bureau. Émilienne et moi sommes restés dans la salle à manger encore quelques minutes. Elle a fait du café. Nous avons bu debout,
regardant par la fenêtre les canaux d'Amiens qui brillaient dans la lumière du samedi matin, avec leurs reflets d'eau grise et leurs berges encore un peu hivernales, mais avec déjà quelques herbes nouvelles qui poussaient dans les fissures de la pierre. Puis elle a dit qu'elle avait pris ses affaires du mardi soir, celles qu'elle avait apportées chez moi, et qu'elle rentrait chez elle maintenant. Que ce n'était pas une réconciliation parfaite, que certaines choses prennent du temps et que certaines choses ne reviennent peut-être pas tout à fait à ce qu'elles étaient, mais qu'elle voulait rentrer chez elle avec son nom sur les documents, et que ça faisait une différence. Je lui ai tendu le manteau gris perle. Elle a souri. Elle a dit que non, ce manteau était le mien et qu'il avait déjà bien assez travaillé pour cette semaine. Le Lélan a eu lieu le dimanche 20 mars, au Hôtel des Ventes Picardie, boulevard de Belfort, numéro 44. Je n'y suis pas allée. Ce n'était pas ma place d'y être, et j'ai assez d'expérience avec les objets et les institutions qui les entourent pour savoir que certaines présences ajoutent de la confusion là où la clarté est déjà fragile. Émilienne et Lucien y sont allés ensemble. Elle m'a appelé le soir même, vers 20 heures passées, depuis l'appartement de la rue Saint-Leu, avec cette voix de quelqu'un qui a traversé une journée longue et qui commence enfin à voir l'autre bord. 7 pièces avaient été vendues. Pas les plus importantes de la collection, pas celles qui portaient les marques les plus anciennes ou les provenances les plus documentées, mais des pièces de qualité, bien présentées, dans un avant-catalogue corrigé qui portait désormais les 2 noms en couverture. Collection Caron d'Hervaux. Recherche, catalogage et conservation, Émilienne Caron d'Hervaux. Direction des opérations, Lucien d'Hervaux. 2 noms, dans l'ordre juste. Elle m'a dit que plusieurs acheteurs présents avaient demandé des précisions sur les fiches de provenance, que la rigueur de la documentation avait été remarquée, qu'un représentant d'une maison de vente parisienne avait demandé la carte d'Émilienne directement, la sienne, pas celle de l'entreprise, la sienne propre avec son nom dessus, pour une future consultation sur une collection de faïences du XVIIe siècle. Sa carte, son nom, sa propre expertise visible et nommée dans un espace professionnel. Elle a dit cette phrase avec un calme qui ne cachait pas ce qu'il y avait dessous. La façon dont on prononce quelque chose qui n'aurait pas dû être remarquable et qu'on réalise, en le disant à voix haute, qu'on attendait depuis plus longtemps qu'on ne l'admettait. J'ai dit que c'était bien. Elle a dit oui. C'était bien. Nous avons parlé encore un peu, de la journée, de la salle du Lélan qui sentait la cire et le vieux tissu comme toutes les salles de vente de province ont ce parfum particulier, de Lucien qui avait été correct tout au long de la journée, présent, efficace dans ses échanges avec les acheteurs, sans aucune tentative de reprendre un terrain perdu ou de reposer des questions qui avaient déjà eu leur réponse. Elle m'a dit qu'à un moment, pendant une pause dans les enchères, il s'était approché d'elle pour lui dire que la documentation était la meilleure qu'il avait vue présentée dans ce type de contexte. Il avait dit cela simplement, sans beaucoup de mots autour, comme quelqu'un qui a décidé de dire une chose vraie en sachant que les mots autour ne changeraient pas le poids de ce qu'il reconnaissait. Elle avait dit merci, rien d'autre. Juste merci. Parce que certaines reconnaissances arrivent trop tard pour être accueillies avec la chaleur qu'elles auraient méritée si elles étaient arrivées à l'heure. Et on dit merci quand même, parce que c'est la vérité qu'on a, avec la complexité qu'elle contient. Ce soir-là, après avoir raccroché, je suis restée dans mon fauteuil de la salle de séjour avec le silence de la rue des Vergeaux autour de moi et les 4 tasses de Limoges dans leurs vitrines qui brillaient légèrement sous la lampe. J'avais passé la journée à faire des choses ordinaires. J'avais relu un catalogue de références sur les porcelaines tendres du règne de Louis XVI que j'avais commencé le mois précédent. J'avais fait une soupe, encore, parce que Mars, en France du Nord, justifie les soupes répétées sans qu'on s'en excuse. J'avais marché jusqu'à la cathédrale en fin d'après-midi, pas pour entrer, juste pour longer ses façades dans la lumière de fin de journée qui donne à la pierre de Picardie cette couleur de miel sombre qu'elle prend quand le soleil est bas. Et pendant tout ce temps ordinaire, j'avais pensé à Émilienne, à la clé de nacre, aux 2 dossiers, aux 22 mots écrits à l'encre bleue dans la doublure d'un manteau gris perle. Cette erreur, je l'avais faite pendant des années avec les gens de ma propre famille. J'avais regardé Lucien en cherchant à confirmer l'image que j'avais de lui. J'avais regardé Émilienne en cherchant à confirmer le rôle que je lui avais assigné. Et de cette façon, j'avais regardé sans voir, pendant des années,
dans un salon plein de porcelaine alignée et de lumière jaune et de fleurs blanches qui cachaient plus qu'elles n'embellissaient. Le manteau gris perle n'était pas un objet exceptionnel. C'était un manteau ordinaire qu'une femme avait oublié sur un porte-manteau. Mais Émilienne en avait fait autre chose. Elle y avait cousu ce qu'elle n'arrivait pas à dire à voix haute. Et la question n'était pas de savoir si elle avait raison de procéder ainsi, si cette façon de communiquer était la bonne, si j'aurais dû être contactée autrement ou plus tôt ou par d'autres voies. La question était simplement si j'étais capable, quand un objet me disait quelque chose, de l'écouter. J'avais 79 ans. J'avais passé 37 ans à écouter les objets. Et ce soir de mars, sous un porche de la rue Saint-Leu, dans la pluie froide d'Amiens, j'avais enfin appliqué à ma propre vie ce que je savais depuis toujours faire dans ma vie professionnelle. Il n'est jamais trop tard pour ça, pour regarder vraiment, pour mettre de côté ce qu'on a décidé de voir et d'être prêt à voir ce qui est là, pour faire confiance à ce qui pèse dans une doublure que les mains reconnaissent avant que les yeux n'aient le temps d'expliquer. Il n'est jamais trop tard. Et peut-être que c'est ça, finalement, la leçon la plus honnête de cette semaine de mars à Amiens. Non pas que les injustices doivent être dénoncées avec fracas, non pas que les familles doivent être transformées en tribunaux pour que la vérité circule, non pas que les femmes doivent attendre une belle-mère de 79 ans pour avoir le droit de signer de leur propre nom, mais que dans les espaces où nous vivons avec les gens que nous aimons, il y a parfois des doublures dans lesquelles des vérités attendent, des clés cousues à des boutons de nacre, des fiches d'inventaire avec des initiales effacées, des phrases écrites à l'encre bleue dans des enveloppes fines, et que la chose la plus précieuse qu'on puisse offrir à quelqu'un, parfois, ce n'est pas une solution, c'est une présence. Un regard qui dit « Je vois ce que tu m'as montré, je l'ai ouvert, je suis là ». Les objets disent toujours la vérité aux gens qui acceptent de les écouter. Et les femmes qui cousent des messages dans des doublures de manteaux ont toujours espéré trouver quelqu'un capable de les entendre. Cette nuit-là, j'ai eu la chance d'être la bonne personne au bon endroit. Pas parce que j'étais courageuse ou exceptionnelle, parce que j'avais dans les mains 37 ans d'expérience à lire ce que les autres ne prenaient pas le temps de regarder. Et parce qu'Émilienne Caron-Dervaux m'avait choisi. Ce choix m'a honorée. Il m'a aussi rappelé que le regard juste se pratique, qu'il se cultive, qu'il demande qu'on remette en question la facilité de ce qu'on croit voir pour s'ouvrir à ce qui est vraiment là. Je travaille encore à ça, chaque jour. C'est ce qu'on fait à 79 ans quand on comprend qu'on n'a pas fini d'apprendre. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, jusqu'à cette dernière phrase de cette vieille conservatrice de la rue des Vergeaux, jusqu'à ce pommier en fleurs dans la cour et à ces tasses de Limoges dans leur vitrine et à ce manteau gris perle dans son musée, je veux vous remercier, pas avec des formules, avec la reconnaissance de quelqu'un qui a eu besoin que quelqu'un soit là pour entendre et qui a trouvé, dans vos présences silencieuses de l'autre côté de cet écran, la même chose qu'Émilienne avait cherchée en cousant une enveloppe dans une doublure de soie crème. Une témoin. Vous avez été là. Merci. Vous avez été... Alors voici ma dernière demande. Laissez-moi un commentaire avec le mot « étiquette ». Juste ce mot. Ceux qui ont vraiment écouté cette histoire jusqu'au bout, jusqu'à la tasse sans anse et au l'élan, et au panneau du musée, et à la phrase de Lucien sur ce qui était mérité, ceux-là comprendront pourquoi ce mot est le bon. Pourquoi une étiquette, retirée ou restituée, dit tout ce qu'il y a à dire sur ce que cette semaine de mars a signifié. Et dites-moi d'où vous regardez. Quelle ville? Quelle région? Quelle heure il est chez vous? Si vous regardez seul ou si quelqu'un est là avec vous. Je lis chaque commentaire. Je réponds quand je le peux. Savoir que vous êtes à Amiens ou à Lyon ou à Bruxelles ou à Montréal ou dans un endroit que cette vieille femme ne connaît pas, avec vos propres vies et vos propres maisons et vos propres tiroirs qui attendent peut-être d'être ouverts, savoir que vous êtes là me fait du bien d'une façon que les mots ordinaires ne suffisent pas à dire. Laissez un like si quelque chose dans cette histoire a changé, même légèrement, la façon dont vous regarderez les gens autour de vous. Si vous penserez maintenant, en entrant dans une maison qui vous est familière, à regarder non seulement ce qui est visible, mais ce qui est peut-être cousu dans les doublures. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Il y a une nouvelle histoire chaque jour sur cette chaîne. L'histoire d'une autre femme, dans une autre ville de France, avec d'autres objets et d'autres vérités qui attendaient dans d'autres tiroirs.
Des histoires qui parlent de ce que les familles font dans les espaces où personne ne regarde, et de ce qu'une personne ordinaire, une vieille femme, une grand-mère, une conservatrice de porcelaines à la retraite, peut faire quand elle décide enfin de regarder vraiment. Partagez cette histoire si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un dont le nom devrait apparaître sur un document et n'y apparaît pas. Quelqu'un qui fait le travail en silence depuis trop longtemps. Quelqu'un qui a peut-être, quelque part, cousu quelque chose dans une doublure en espérant que quelqu'un le trouverait. Et du cœur de cette vieille conservatrice du numéro 21 de la rue des Vergeaux, à Amiens, au nord de la France, où il pleut encore ce soir, mais où le pommier de la cour a commencé à faire ses bourgeons, prenez soin les uns des autres. Regardez les gens que vous aimez, vraiment, pas l'image que vous avez d'eux, eux. Il y a parfois des clés cousues à des boutons de nacre dans les choses les plus ordinaires du monde. Il suffit d'accepter de sentir ce qui pèse dans une doublure que les mains reconnaissent avant que les yeux n'aient eu le temps de comprendre.